Bon, on va essayer de faire de notre mieux, tous et toutes, pour que les débats se fassent dans la sérénité, la quiétude, l'échange et la différence disons, d'idées, d'idéologies, etc. Nous sommes là pour comprendre, pour réfléchir ensemble. Nous ne trouverons pas la solution aujourd'hui, mais c'est une sorte de petite goutte dans cette mare un peu quand même chaotique et de désespoir, comme je l'ai dit ce matin. Je vous remercie pour votre silence et puis nous allons débuter les débats. Je vais seulement présenter Jean-Christophe Attias, le modérateur, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui est également écrivain et avec qui nous avons même écrit un livre sur Israël, entre autres, et il saura modérer cette table. Je suis ravi de vous accueillir et d'ouvrir cette troisième table ronde. Je suis spécialiste de pensée juive médiévale, ce qu'Esther a omis de préciser, ce qui explique que je n'ai rien à faire ici. À ceci près qu'effectivement, il y a déjà quelques décennies, j'ai écrit avec Esther un livre qui est l'histoire de la terre d'Israël. Moi, je mets des guillemets dans l'imaginaire juif, donc des origines à nos jours. C'est la seule justification de ma présence. Alors, je dois d'abord excuser Leila Shahid, qui avait bien l'intention d'être parmi nous cet après-midi et qui s'en trouve empêchée pour des raisons de santé, un problème de santé qui est subitement apparu et qui ne lui permet pas, comme elle l'aurait souhaité, de se déplacer. Donc, nous l'excusons évidemment. Nous regrettons beaucoup sa présence parce qu'elle nous aurait parlé de ce que Jérusalem représente pour elle et ce que Jérusalem a représenté notamment pour sa mère. Vous pouvez lire le livre de sa maman, paru il y a quelques années. Donc nous n'entendrons pas Leila, mais nous pensons à elle et peut-être que ça l'aidera à guérir plus vite. Alors je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. J'espère que notre ami Alain Grèche est toujours présent. S'il ne l'est pas, c'est dommage, parce que je vais commencer ma brève introduction, je vous rassure tout de suite, je vais être très court, par l'invocation d'un texte biblique, qui est une espèce de tube, qui a beaucoup servi aux sionistes de quelque obédience qu'ils soient, laïcs, athées, religieux, très religieux, etc. Donc c'est un tube de la littérature biblique, c'est un psaume, qui a un usage liturgique dans le judaïsme synagogal, dirons-nous, et c'est un psaume très connu, c'est le psaume 137, et je vais citer simplement les versets 5 et 6 qui disent la chose suivante. Je vous rassure tout de suite, je vais en faire une exégèse qui va évidemment en retourner complètement la signification. Alors, il s'agit des versets 5 et 6 du psaume 137, c'est un grand classique. « Si je t'oublie jamais, Jérusalem, que ma droite me refuse son service, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens toujours de toi. » Fin de citation. Le problème de la mémoire, hélas, c'est qu'elle n'est souvent qu'un instrument de l'oubli, surtout lorsque cette mémoire se laisse dominer par un imaginaire d'où l'autre est facilement exclu. S'agissant de Jérusalem, à chacun sa mémoire, à chacun son oubli, parce que Jérusalem n'est guère plus et n'a jamais été beaucoup plus en fait que la capitale de nos imaginaires, à la fois irréelle et non partageable. Alors la fonction de cette table ronde, c'est ce que je suppose en tout cas, sera peut-être justement de nous arracher à nos imaginaires et de nous faire redescendre sur terre. Et sur terre, aujourd'hui, si je ne me trompe, Jérusalem, c'est l'aboutissement d'une histoire longue, complexe, ayant mis aux prises des acteurs les plus divers. C'est une géographie, un urbanisme, c'est une démographie, une diversité de populations à la fois imbriquées et séparées, le lieu et l'enjeu d'un affrontement de pouvoir. Et c'est sans doute de tout cela que notre intervenant
et nos intervenantes, dont assurément la langue ne s'attachera pas à leur palais, vont nous parler et nous aider à nous ressouvenir pour que nous sachions enfin si Jérusalem peut être réellement autre chose, à la fois plus et moins que la capitale de nos imaginaires. Donc ils sont trois, ils auraient dû être quatre, ils sont trois pour nous parler de Jérusalem et de l'éventualité de son élévation, si je puis dire, au rang de capitale. Bon, je sais qu'Israël en a fait sa capitale, bon, très bien, mais c'est un coup de force, ça n'est pas vraiment reconnu. Et si certains ont cru bon de déplacer leurs ambassades à Jérusalem, tout est loin, très loin même d'être joué. Alors j'ai trois personnes à côté de moi, Vincent Lemire, tout à ma gauche, co-organisateur du colloque, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, qui est une institution partenaire de l'événement. Son dernier ouvrage est une bande dessinée de 250 pages qui a pour titre « Histoire de Jérusalem » et qui est paru donc aux arènes il y a peu de temps, en 2022. À ma gauche, cette fois, Ilham Younes, actuellement responsable des enseignements en histoire et en humanité politique au sein du campus de Sciences Po Menton, et non pas Mandon. Elle a fondé en 2020 l'Observatoire du patrimoine d'Orient, qui réunit des jeunes chercheurs dédiés à la protection du patrimoine au Moyen-Orient. Elle a été également, de 2015 à 2020, attachée culturelle au sein de la délégation palestinienne à l'UNESCO, en charge de la coordination du projet du futur musée national d'art moderne et contemporain en Palestine. Et enfin, à ma droite, Irène Salençon, chercheuse associée au Centre de recherche français de Jérusalem, docteur en géographie urbanisme, auteur de Jérusalem, bâtir deux villes en une, publié en 2014 à l'Aube. Elle a participé en tant que postdoctorante au programme de recherche ANR dirigé par Cédric Parizeau et Stéphanie Lat Abdallah, MOFIP, Mobilité et Frontières, dans les espaces israéliens et palestiniens. Donc, à chacun de tenir à peu près le temps qu'il leur est accordé. Ce matin, c'était 10 minutes. Cet après-midi, nous sommes moins nombreux. Disons que ce sera 12, 13 minutes. Je ne suis pas vraiment très généreux, mais je sais ce qui arrive. Alors, je donne la parole d'abord, commencera Vincent Lemire, qui a donné un titre tout simple à son intervention. Jérusalem capitale, point d'interrogation, histoire d'un horizon impossible. Donc vous avez déjà la question et vous avez aussi la réponse. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là, très heureux surtout que vous soyez là toutes et tous, si nombreux, si nombreuses. Je crois qu'effectivement, quand Esther m'a appelé il y a maintenant plusieurs mois pour me dire il faut remettre la question israélo-palestinienne à l'agenda, ben, on ne pouvait pas s'imaginer que voilà, il y aurait peut-être autant de monde aujourd'hui. C'est déjà la première réussite. Puis la seconde, je crois que c'est la qualité de nos échanges, à la fois de ce matin, la sincérité et en même temps le respect, avec pourtant des différences de point de vue qui sont évidentes et que vous avez, je pense, pu entendre. Et puis la troisième qualité, c'est que je pense qu'on se rend compte que les lignes ont bougé. Je ne sais pas, depuis la dernière fois que vous avez entendu parler un peu longuement d'Israël-Palestine, ça bouge, et ça bouge très vite. Et ça ne peut pas être fondamentalement une mauvaise nouvelle. Voilà, parce qu'il faut que ça bouge. Voilà, même si pour l'instant, très présentement, la situation est catastrophique. Je voudrais vraiment vous encourager à acheter et à lire le livre de la mère de Leila Chaïd, Shirin Husseini Chaïd. Je vous en donne le titre, Souvenirs de Jérusalem. C'est publié chez Fayard en 2005 avec une préface de Édouard Saïd. C'est un livre absolument merveilleux que Leila m'a offert il y a quelques mois. Donc je le découvre. Je l'ai découvert et j'ai appris énormément de choses sur Jérusalem que je ne savais pas. Et c'est la maman de Leila Chaïd qui me les a apprises. Donc vraiment, je vous encourage. Je regrette énormément juste de ne pas l'avoir amenée, parce qu'on aurait pu faire une petite lecture, mais bon,
lisez-le, c'est un livre formidable. Alors, voilà, moi je vais juste prendre quelques minutes pour interroger en historien cette possibilité de Jérusalem comme capitale. Et a priori, je vais essayer de déranger, je pense, un certain nombre de vos certitudes, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez les deux mots Jérusalem et capitale, c'est pour dire capitale une et indivisible du côté israélien, ou une capitale partagée pour un futur État binational, ou deux capitales repartitionnées, ou deux capitales pour deux États. Enfin, en fait, il y a une sorte de surcharge, de surenchère, on pourrait dire, je ne sais pas, capitologique. Jérusalem est surcapitalisée, surchargée de tous ceux qui veulent qui voudraient en faire une capitale, ou deux, ou trois, ou voilà. Alors évidemment, dans cette chronologie, il y a des faits, il y a des boussoles, comme le disait Rima ce matin, et il y a des boussoles juridiques, et il y a du droit international, et puis il y a aussi de la fabrication de droit national. Et le droit, vous savez, le droit, ça fait de la légalité, mais le droit peut être légitime ou illégitime, hein, c'est toute la question. Donc vous savez qu'il y a deux lois israéliennes sur Jérusalem capitale, distinctes. On parle toujours de celle de 1980, mais avant, il y en a une en 1950, qui déclare que Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. Non seulement le déclare, mais le met en application immédiatement. La Knesset déménage. Les députés de la Knesset ne sont pas contents du tout en 1950, je peux vous dire. Mais la Knesset déménage d'abord dans un très moche bâtiment du centre-ville, et puis ensuite dans le bâtiment que vous connaissez. Le gouvernement, petit à petit les fonctionnaires, etc. Il faut dire que cette loi de 1950 ne provoque pas un énorme scandale international. Il faut le dire. La plupart des ambassades restent à Tel Aviv, mais pas toutes. Avant 1980, il y a pratiquement une vingtaine d'ambassades à Jérusalem. Alors, il n'y a pas les très grandes ambassades européennes et des membres permanents du Conseil de sécurité, ils n'auraient pas fait ça, mais il y a quand même un certain nombre d'ambassades importantes jusqu'en 1980. Pourquoi ? Parce qu'un État a le droit de fonder sa capitale où il veut sur son territoire. La France pourrait décider que, pour s'européaniser, sa capitale est Strasbourg. Ça ne pose aucun problème. Ça poserait des petits problèmes logistiques, comme d'ailleurs Jérusalem pour Israël, mais on pourrait tout à fait imaginer, on a le droit de mettre sa capitale tout au bord de son État, si on considère que c'est son intérêt, tant qu'on se tient à l'intérieur de ses frontières. Et vous savez que les capitales bougent, et c'est la souveraineté de n'importe quel État que de faire bouger sa capitale. Brasilia, Sao Paulo, Istanbul, Ankara, enfin l'histoire est pleine de ces capitales qui ont bougé. Et donc, voilà, je commence par rappeler ça. La loi de 1950 ne pose pas véritablement de problème. Les dirigeants israéliens des années 1950 ont l'intelligence de construire les bâtiments officiels bien à l'ouest de la ligne verte, pas tout contre, bien à l'ouest, là où ils sont encore, 5-6 km. La Knesset, la présidence, le bureau du Premier ministre un petit peu plus près, mais ce qu'on appelle le quartier du gouvernement ou quartier Ben Gourion, c'est assez loin, hein, c'est vers le musée d'Israël pour ceux qui connaissent. Ce qui a posé un problème et qui continue d'en poser, c'est la loi de 1980. Et cette loi de 1980, donc on est après l'arrivée de la droite au pouvoir, après 1977, c'est ce qu'on appelle une loi fondamentale. Hein. Vous savez que Israël, c'est toute une partie de notre discussion d'aujourd'hui, Israël est un État sans constitution et sans frontières, par ailleurs, comme ce qui évidemment permet de réinterroger cette fameuse question d'apartheid. Peut-on penser l'apartheid à l'ouest, à l'est, pour un État qui n'a pas de frontières véritablement définies ? Le fait qu'Israël n'a pas de frontières, d'ailleurs, permet que tous les citoyens résidents israéliens de la mer au Jourdain puissent voter à la Knesset, grâce à un système électoral qu'il faut toujours rappeler, un système de proportionnel strict par liste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de circonscription. D'accord ? Il n'y a pas de subdivision du territoire israélien. On n'est pas député du nord ou du sud ou du milieu. Ce qui est bien pratique parce que ça permet de faire voter, par exemple, les colons. Sinon, ce serait délicat. Comment est-ce qu'un colon, en plein cœur de la Cisjordanie, aurait le droit de voter dans une circonscription qui n'existe pas ? Il n'y a qu'une seule circonscription, c'est Israël, et elle n'a pas de frontières. Voilà. Parenthèse refermée, mais
ça a à voir avec ce que je vais dire immédiatement. La loi de 1980, elle stipule que tout Jérusalem est la capitale éternelle, une et indivisible de l'État d'Israël. C'est-à-dire Jérusalem-Ouest, à l'intérieur des frontières d'Israël, et Jérusalem-Est, conquise 13 ans plus tôt, en 1967. C'est ce texte-là qui, donc encore une fois, qui a, on va dire, consistance constitutionnelle, qui crée le scandale international et qui fait que, pratiquement, toutes les ambassades qui étaient encore à Jérusalem redéménagent vers Tel Aviv, et il en reste, je crois, 2 ou 3 qui doivent être des États à peu près de l'ordre de ceux dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas que Israël décide de faire sa capitale en marge de son territoire, c'est de considérer qu'un territoire qui n'est pas à lui, non seulement est occupé, mais est sa capitale. Voilà le cœur du problème. Et alors, ça crée évidemment une situation absolument paradoxale, y compris d'un point de vue israélien. Je vais redonner les chiffres que je donne régulièrement, mais qui sont utiles. À l'intérieur des frontières de la municipalité de Jérusalem, la municipalité israélienne de Jérusalem, créée en 1967, ces frontières ont bougé, et pourtant elles ont été faites de manière à ce que des quartiers de colonisation, comme par exemple celui de Neve Yaakov, dont on a entendu parler dernièrement, ou Gilo, ou Ramoth, ou Pisgat Ze'ev, tous ces quartiers de colonisation soient intégrés au territoire municipal, dans un enjeu statistique évident. Malgré cela, donc je vais vous donner les chiffres de la statistique israélienne, de la municipalité israélienne de Jérusalem, chiffre officiel de l'an dernier. En 1967, on a 70 000 habitants à Jérusalem-Est, tous palestiniens. Aujourd'hui, il y a pratiquement 400 000 Palestiniens à Jérusalem-Est. Donc une multiplication par plus de 5, d'accord, en 50 ans. Dans le même temps, à Jérusalem-Ouest, il y avait en 1967 180 000 habitants. Il y a aujourd'hui 500 000 juifs israéliens à Jérusalem-Ouest et Est, puisqu'il y en a aussi à l'Est. Ce qui veut dire que non seulement la population palestinienne a été multipliée par plus de 5, mais elle représente également en proportion une population bien plus importante aujourd'hui qu'il y a 50 ans. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est comme ça. En 1967, les Palestiniens sont 25% du nouveau territoire municipal. Aujourd'hui, ils sont 40%. Voilà. Donc cette capitale éternelle, une et indivisible, non seulement est habitée par 40% de non-ressortissants, j'insiste sur le fait que les résidents palestiniens de Jérusalem-Est ne sont pas citoyens israéliens, ils sont résidents de Jérusalem, donc ils ont une carte, c'est parfois ambigu dans la presse, il faut faire attention, une ID, une carte d'identité, mais cette carte d'identité est une carte d'identification, d'accord ? Ce n'est pas une carte de citoyenneté. Par exemple, ils n'ont pas le droit de voter à la Knesset. Voilà, donc non seulement ils sont 40%, mais en vérité, ils sont de plus en plus nombreux. Je reviendrai juste après pour essayer d'expliquer les raisons de cette statistique complètement contre-intuitive que je viens de vous livrer. Essayons de zoomer un petit peu vers le cœur historique, parce que je vous ai parlé de Neve Yaakov, je vous ai parlé de Gilo, Ramoth, etc. Donc peut-être vous vous dites, oh là là, mais tout ça c'est peut-être une histoire de frontières, de limites, ils ont peut-être mal dessiné leur affaire en 1967. Qu'en est-il du cœur historique de la ville ? Là, on parle bien quand même de judaïsation, on voit des drapeaux israéliens, on voit des soldats, on voit des policiers, on voit donc a priori judaïsation. Qu'en est-il dans le cœur historique ? Regardons les chiffres de la municipalité israélienne pour la vieille ville de Jérusalem, donc intramuros. Il y a aujourd'hui 35 000 habitants. Par ailleurs, autant qu'en 1914, cette vieille ville peut contenir 35 000 habitants, jusqu'à ce qu'on y fasse des tours et qu'on loge les gens en vertical, ce qui pour l'instant n'arrive pas. Mais à Jérusalem, on loge les morts en vertical, parce qu'il y a une grosse pression funéraire. Donc il y a des cimetières verticales, en élévation et en souterrain, mais pas encore, il n'y a pas encore dans la vieille ville d'habitation véritablement verticale. Il y a 35 000 habitants et il y a moins de 3 500 Israéliens. Moins de 10%.
D'accord ? Il y a plus de 90% des habitants de la vieille ville de Jérusalem qui ne sont pas ressortissants de cette capitale éternelle, une et indivisible. Imaginez si l'île de la Cité, l'île Saint-Louis et tous les quartiers historiques de Paris étaient habités. Je dis habités, ça veut dire des gens qui s'endorment là le soir. Hein. Ça ne veut pas dire... vous ne pouvez pas, par exemple, les quarts de touristes, vous ne les comptez pas dans les habitants de Paris, a priori. Hein. Les gens qui vont voir la Tour Eiffel, vous ne les comptez pas. Les gens qui dorment le soir, imaginez s'il y avait 90% de non-français. Voilà. Et qui, en plus, avaient éventuellement un agenda politique qui s'opposait au fait que cette ville soit la capitale. Donc c'est une capitale totalement paradoxale, y compris d'un point de vue israélien, depuis 1980, j'y insiste. Alors, c'est extrêmement étonnant que cette population palestinienne de Jérusalem-Ouest se soit maintenue à un tel niveau et même, en fait, soit aujourd'hui encore plus nombreuse relativement que la population israélienne. On parle souvent de cette loi, qui est une loi évidemment inique d'un point de vue juridique, qui est le fait que des résidents palestiniens de Jérusalem-Est, s'ils quittent Jérusalem pendant plus de 3 ans, 5 ans, 6 ans, par exemple pour faire des études au Canada ou pour faire du business dans l'affaire de leur oncle, je ne sais pas où, en Europe centrale ou quoi, au-delà de 3-5 ans, ils perdent cette carte de résident, ce qui est vrai. Mais je me suis penché un peu sur les chiffres. En 50 ans, 15 000 cartes de résidents de Palestiniens de Jérusalem-Est ont été annulées. Donc c'est évidemment 15 000 scandales juridiques, c'est 15 000 habitants de Jérusalem-Est qui ne peuvent plus habiter dans leur ville, y compris éventuellement où il y a leurs femmes, leurs enfants, etc. On a eu le cas des cas très très récents, mais 15 000 sur 50 ans, vous voyez, ça fait 300 par an. On parle d'une ville aujourd'hui de 950 000 habitants. Donc 15 000 cartes annulées en 50 ans, vous voyez bien que sur le plan géostratégique, c'est subnul. Je parle vraiment très froidement. Et non seulement ça, mais en fait, toutes les études montrent que ça a eu des effets contre-productifs, c'est-à-dire que ça a contribué à fixer la population palestinienne à Jérusalem-Est. Ça, c'est une donnée structurante de la sociologie des migrations, et tous ceux qui ont travaillé sur les Chibani en France le savent, en Amérique du Sud, n'importe où. Un migrant à qui vous dites « si tu ne rentres pas dans 6 mois, tu ne reverras jamais ton pays, jamais, et tes enfants, tes parents et ta terre, même pas pour y être enterré, il rentre. Si vous lui dites « tu pourras toujours rentrer », il dit « je rentrerai l'année prochaine. Je fais encore un petit peu d'argent, voilà ». Et puis souvent, il ne rentre pas. C'est nos Chibani de France. Donc ça a été une mesure totalement contre-productive, mais qui ne peut plus être annulée parce qu'elle serait le signe de ça. Donc on peut dire que d'une certaine manière, en 1980, Israël a décidé d'annexer Jérusalem-Est sans annexer ses habitants, en mettant en place cette mesure pour essayer de réduire la pression démographique des habitants de Jérusalem-Est, et que c'est un échec. Donc se pose évidemment la question de la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est. Quelle est cette souveraineté? Est-ce que la souveraineté, c'est des drapeaux, des soldats, des policiers, des gens qui viennent pour prier et qui repartent le soir, ou est-ce que c'est qui possède le sol et qui va à l'école et qui à l'évidence, les Palestiniens, alors ils ne sont pas souverains au sens politique du terme, mais si vous allez dans la vieille ville de Jérusalem, vous allez vous rendre compte que c'est une ville palestinienne. Et c'est d'ailleurs ce qui provoque les violences qu'on découvre tous les ans à Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. Cette fête annuelle, donc elle est mobile, parce que c'est un calendrier hébraïque, en fait, elle est censée célébrer la souveraineté retrouvée d'Israël sur tout Jérusalem. Et donc on célèbre la reconquête, le re est à mettre entre guillemets, la conquête en vérité du 7 juin 1967. D'accord ? Or, ce jour précisément, et depuis quelques années c'est comme ça que ça se passe, précisément le jour où on doit célébrer la souveraineté pleine et entière sur la capitale éternelle et indivisible, dans les jours qui précèdent, et ce sera la même chose cette année, Ben Gvir ou pas, ce sera juste un peu plus violent sans doute, les jeunes israéliens, parce que ce sont des très jeunes, généralement qui n'habitent pas Jérusalem, vous avez très très peu d'habitants de Jérusalem-Ouest qui participent à cette fête, je peux vous le dire, c'est des bus qui arrivent de tout Israël, des très jeunes, des Olim, à qui on a raconté que c'était la capitale éternelle et indivisible. Et ils le pensent.
Ils sont sincèrement convaincus. Et ils rentrent dans Jérusalem-Est, dans la vieille ville, et ils voient une ville palestinienne. Ils le voient, ils ne sont pas plus idiots que nous. Hein. Et c'est ce que j'appelle le choc du réel. Et ce choc est violent. Et ce choc déclenche des violences. Mais moi, pour moi, c'est un symptôme, ce Yom à Yerushalayim. Évidemment, les autorités israéliennes ne peuvent pas annuler, c'est comme la fin de la carte de résident, ne peuvent pas dire bon, on va arrêter de faire Yom à Yerushalayim parce que tous les ans, c'est contre-productif et en fait, ça prouve à notre opinion publique et à l'opinion publique internationale que ce n'est pas vraiment notre capitale. J'ai épuisé mon temps? Ah, c'est vrai? Ah, pardon. Alors, je vais synthétiser et conclure en même temps pour dire que je voulais faire une prise au large, juste pour rappeler qu'en fait, dans sa longue histoire, Jérusalem a été très très rarement une capitale, que toutes les autorités souveraines, qui étaient généralement des autorités impériales qui dominaient dans cette région, se sont bien gardées de faire de cette ville, de la ville du roi David, de la ville du Messie, de la ville du voyage nocturne du prophète, une capitale politique, mesurant, il n'y a pas besoin d'avoir fait énormément d'études géopolitiques pour comprendre que faire de Jérusalem une capitale politique, ça peut créer des problèmes. C'est arrivé très très rarement, sous l'Antiquité, au 8e siècle avant, au tournant de notre ère, avec le roi Hérode, mais qui était plutôt un roi vassal d'un empire, de l'Empire romain. Et puis, ça s'est terminé, comme vous le savez, avec la destruction du Second Temple en 70. Et cette destruction, elle était liée au fait qu'un certain nombre d'habitants juifs de Jérusalem, ceux qu'on appelait les zélotes ou les sicaires, suivez mon regard, ne supportaient pas les non-juifs de Jérusalem, en particulier, et même les juifs hellénisés. La plupart des victimes des attaques zélotes et à ce moment-là, c'était les juifs hellénisés, les mauvais juifs, hein, dirait-on. Et c'est ça qui a déclenché en fait la destruction du temple de 70. Donc ensuite, on a un deuxième épisode, il y en a que 3, hein, et le troisième, c'est celui d'aujourd'hui. Le deuxième épisode, c'est les croisades, et ça s'est fort mal terminé. C'est le deuxième moment où une entité politique a tenté de faire de Jérusalem une capitale exclusive. Exclusive de qui? Des chrétiens, et en plus seulement des chrétiens catholiques, hein, en expulsant et en massacrant en fait tous les juifs qui y habitaient, tous les musulmans, mais aussi tous les chrétiens orientaux, hein, dirons-nous. Ça s'est terminé, comme on le sait, en 1187 avec la reconquête de Saladin. Je termine là-dessus. Mon avis d'historien, c'est que Jérusalem, par sa vocation sans doute, est une capitale impossible, c'est-à-dire que c'est une ville qu'on ne peut pas s'approprier exclusivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à avoir de souveraineté à Jérusalem, il y a toujours eu une souveraineté, il y a toujours quelqu'un pour ramasser les ordures, payer les taxes et régler les problèmes d'ordre public, d'accord ? Plus ou moins bien, avec plus ou moins de discrimination, voilà. Mais l'appropriation exclusive que suppose évidemment le statut de capitale, a priori, est impossible, a toujours été impossible, et je crois qu'on est aujourd'hui dans le 3e épisode de cette longue histoire. Merci. Merci, merci Vincent. Donc je vais passer la parole à Ilham Younes pour une intervention sur le patrimoine comme instrument de légitimation politique, le cas des sites culturels et des lieux saints à Jérusalem. Merci infiniment. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous parmi ce jour, effectivement, pour parler finalement d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le patrimoine culturel. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec l'ancien ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, Elias Sambar, qui est avec nous aujourd'hui. Et le patrimoine culturel, c'est vrai, est un sujet finalement qui est trop souvent relégué au second plan, qui est trop souvent secondaire et constitue finalement d'un dommage collatéral dans les situations de conflit armé ou d'occupation. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important d'en parler davantage, précisément parce qu'il peut constituer finalement un lien entre les communautés, les identités et les religions présentes en Terre Sainte.
Et malheureusement, aujourd'hui, le patrimoine est un dommage collatéral. Alors, la ville de Jérusalem, c'est notre sujet du jour, effectivement, est un exemple un peu paradigmatique, emblématique de l'utilisation du patrimoine à des fins politiques, des fins idéologiques, du fait, effectivement, de la nature éminemment symbolique de la ville, mais également en raison du fait que la ville regorge d'édifices religieux et culturels. Et précisément, c'est la raison pour laquelle la ville, finalement, est l'objet de crispations politiques, identitaires et religieuses. Ces édifices religieux, c'est vrai, et vous en avez parlé, cette particularité... Pardon, ah oui, c'est un peu compliqué parce que je suis entre deux micros. Oui. Alors, ces édifices religieux et culturels, Vincent, vous en avez parlé, finalement appartiennent à différentes communautés religieuses. Et c'est ce qui fait un peu la particularité de ces sites à Jérusalem, cette superposition finalement de rapports de force religieux, identitaires et politiques, et qui font finalement de leur gouvernance, une gouvernance finalement éminemment complexe et presque impossible. Et c'est la raison pour laquelle un équilibre a été trouvé, ou en tout cas des tentatives d'équilibre ont été pensées. Alors bien évidemment, ça ne date pas d'hier. Vous avez certainement entendu parler du fameux statu quo, on en a parlé un petit peu ce matin. Et c'est une appellation finalement ancienne qui date de l'Empire ottoman et qui finalement est arrivée à un moment où il fallait trouver un ordre dans une nécessité de codifier, d'apporter des règles justement dans le partage de ces sites religieux, en sachant que à l'époque, ce statu quo avait été pensé pour les édifices chrétiens. Il faut savoir qu'en Terre Sainte, voilà, on a différentes représentations de communautés chrétiennes, les Grecs orthodoxes, les églises arméniennes ou encore coptes, et qui se partagent les différents édifices culturels et religieux de la ville. Donc ce statu quo a été pensé à l'origine pour permettre cet équilibre entre les communautés. Et par extension, le statu quo a été finalement celui qui a prévalu après 67, après la guerre des 6 jours et la prise de pouvoir par Israël de Jérusalem, lorsqu'il fallait finalement régir et apporter un certain nombre de règles pour le site du Haram al-Sharif, du noble sanctuaire, qui est le 3e lieu saint en islam, qui est également un lieu saint pour les juifs. Il fallait finalement permettre et assurer aussi aux musulmans de pouvoir prier sur le site à toute heure, je dis bien en principe, de la journée, et permettre aux visiteurs non musulmans, qu'ils soient juifs ou non d'ailleurs, d'accéder sur le site naturellement avec une interdiction de prier. Aujourd'hui, on le voit, ce statu quo est éminemment mis à mal. Il est en péril, précisément parce que le site aussi est un objet de crispation politique très, très important. On connaît cette visite très, très connue de la visite d'Ariel Sharon dans les années 2000 qui va venir déclencher la seconde intifada. Les incursions aussi de l'armée israélienne ou des colons qui viennent effectivement par souci certainement de provocation sur le site. Donc on le voit effectivement, c'est éminemment complexe de penser cette question et vous l'avez dit précisément parce que les édifices religieux et culturels de Jérusalem n'appartiennent pas à une seule communauté, mais à plusieurs. Donc sa gestion finalement, la gestion de ces sites paraît presque impossible malgré la mise en place de ces différents statu quo. Cet équilibre est fragilisé et aujourd'hui effectivement on a du mal à imaginer comment ce patrimoine culturel qui est riche pour les Palestiniens, les Israéliens, mais pour l'humanité tout entière, puisqu'il faut considérer aussi que la vieille ville de Jérusalem est inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.
est sur sa liste du patrimoine en péril et que la ville fait de fait l'objet d'un contrôle spécifique de l'UNESCO. Alors, malheureusement, malgré cette inscription sur la liste du patrimoine mondial, on le sait très bien, les contrôles restent difficilement envisageables. Voilà, un certain nombre de... Et je voulais en parler, alors si j'ai encore quelques minutes, la question du patrimoine culturel en Palestine, et notamment à Jérusalem, des sites qui sont lourdement endommagés et qui continuent de l'être. Il faut en parler, c'est important, parce que précisément, la question du patrimoine, elle est importante, parce qu'elle constitue un lien entre les communautés, mais également, elle peut être aussi un levier pour le dialogue et pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc, il ne faut pas négliger finalement cet aspect patrimoine culturel, précisément parce qu'il peut être à la fois un instrument au service de la paix et également l'objet d'instrumentalisation politique. Ça, on le sait très bien. Peut-être revenir sur finalement un aspect aussi important qui vient ajouter de la complexité à la complexité dans la gestion de ces sites culturels. À ces rapports de force religieux, identitaires, s'ajoutent également des rapports de force politiques, puisque ces sites, notamment les sites religieux musulmans, sont gérés par la Jordanie. Alors, c'est le fameux Waqf jordanien, le département des affaires religieuses de Jordanie, qui gère un certain nombre de sites à Jérusalem, plus de 1000 monuments historiques, des bâtiments, mais précisément l'esplanade des mosquées, le noble sanctuaire, est géré par les Jordaniens. Si bien que, finalement, à cette complexité s'ajoutent également des modalités de gouvernance extrêmement variées qui posent problème et qui est autant de sources de tension, notamment avec l'autorité palestinienne, mais également israélienne, en sachant que finalement la Jordanie reste le gardien de ce site religieux et l'autorité israélienne est censée apporter une protection à ce site. On le voit aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses incursions de colons, des provocations aussi, des autorités, des membres du gouvernement israélien qui viennent visiter le site. Donc on le voit, ce statu quo est effectivement fragilisé. Et c'est l'ensemble du patrimoine culturel, finalement, de la ville de Jérusalem, et précisément la vieille ville de Jérusalem, qui est menacée. Je pense qu'il est aussi important de rappeler les différents projets qui sont mis en place à Jérusalem, des projets d'infrastructure. Alors naturellement, je pense qu'il ne faut pas opposer à la nécessaire modernisation de la ville la protection du patrimoine, mais aujourd'hui on le voit, de nombreux projets portent atteinte à ce patrimoine éminemment riche et important pour l'humanité tout entière. Encore une fois, je le rappelle, la vieille ville de Jérusalem est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La mise en place, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, la mise en service d'un tramway dans la vieille ville de Jérusalem, finalement, altère et dénature le caractère distinctif de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est important de le rappeler, puisque l'ensemble de ces éléments viennent altérer un patrimoine déjà mis à mal. Et c'est vrai qu'encore une fois, cet aspect patrimoine est relégué au second plan. Il est secondaire alors même qu'il est constitutif d'un lien entre les communautés. Il ne faut pas négliger effectivement l'aspect, le sens profond aussi que peut revêtir le patrimoine dans le cœur des habitants, des communautés locales, et qui est constitutif d'un lien entre les peuples, les communautés, et qui peut être facteur de dialogue, qui peut être facteur et qui peut être un levier puissant pour la paix. Et ces atteintes graves au patrimoine culturel, puisqu'il s'agit quand même d'atteintes extrêmement graves, voire irréversibles, notamment au cœur de la vieille ville de Jérusalem, les destructions de monuments, de bâtiments historiques, et la mise en place de projets d'urbanisation à outrance altère de fait
la nature et la valeur universelle exceptionnelle du site. En sachant que l'UNESCO est censé assurer la sauvegarde de ces sites, puisque la vieille ville de Jérusalem est également inscrite sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. Et cette inscription est censée permettre, en tout cas, d'assurer une sauvegarde et une protection du site. Or, aujourd'hui, on le voit, l'ensemble des missions de suivi réactif de l'UNESCO, les experts, ne peuvent pas se rendre sur place à Jérusalem et ne permettent pas donc une sauvegarde efficace des biens culturels en Palestine. Merci. Je vais passer la parole à Irène Salançon. Son intervention est intitulée « État des lieux de la colonisation à Jérusalem ». Moi, j'avais un sous-titre, mais je peux le dire, « Colonisation gouvernementale et colonisation dite privée ». Bonjour, merci Esther, et merci à tous d'être là. Merci Esther de m'avoir invitée. Donc, je voudrais, ce matin, on a beaucoup parlé de la colonisation comme étant un des facteurs clés du conflit. Donc, je voulais, pour Jérusalem, faire l'état des lieux vraiment aujourd'hui de la progression des colonies ou de la colonisation. Donc, il y a 3 types. On peut considérer qu'il y a 3 types de colonies. Je vais les présenter rapidement. Et je veux aussi insister sur le fait qu'il y a des pratiques que j'ai appelées adjacentes et qui vont contribuer à l'entreprise de contrôle du territoire, qui ne sont pas directement les colonies, mais qui sont aussi alimentées par les associations de colons. Alors, le premier type, ce sont les colonies des associations considérées comme privées de colons. Ici, vous avez une carte de la vieille ville et des environs de la vieille ville qui sont particulièrement convoités. C'est ce qui est le plus documenté, c'est ce qui fait le cœur de l'actualité, c'est très médiatisé. Donc, les associations de colons comme Elad, Ateret Kohanim, il y a d'autres associations, ont identifié, ont désigné 17 lieux pour installer des colonies et des écoles religieuses, des yeshivot, et ça a été l'occasion de conflits, de saisies par différents moyens de maisons habitées par des Palestiniens, notamment dans les quartiers de Cherchara, de Silwan, de Ras El Hamoud et plus récemment du Mont des Oliviers. Les techniques qui sont employées, ce matin on a parlé de droit international, ici à chaque fois je vais vous expliquer rapidement quelles techniques juridiques ont été employées. Pour le cas des associations de colons, il y a des acquisitions directes avec des montants très importants. Par exemple, à Sharjah, une maison de 70 mètres carrés a été achetée 3 millions de dollars. Il y a aussi l'utilisation d'une loi sur les propriétés non réclamées qui appartenaient à des familles ou des fondations juives avant 1948. Ça, c'est l'outil juridique qui a été le plus employé. Et dans des cas ponctuel et aussi condamné par la suite par l'État d'Israël, par la Cour suprême en 2015, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle la loi sur les absents à Silwan et dans la vieille ville, mais je ne développe pas. Ce qui est nouveau récemment, c'est que d'abord, on a vu de plus en plus une convergence d'intérêts entre des associations de nationalistes religieux et des ultra-orthodoxes, et notamment avec le mouvement qu'on appelle Hardal, donc Haredim Datim Leumim, c'est-à-dire des ultra-orthodoxes qui sont aussi nationalistes religieux, et donc on a des écoles religieuses de cette mouvance. Et puis, bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, ces associations sont soutenues par les partis au pouvoir d'extrême droite, mais auparavant, ces associations avaient déjà des soutiens, puisque même, par exemple, Ariel Sharon, quand il était ministre de la Construction, les a soutenues. Et donc, elles avaient déjà des relais parmi les membres du Parlement. Et puis, dans les dernières années, depuis 2020-2021, il y a eu une accélération des expulsions. Et là, on parle de dizaines de familles qui sont expulsées ou menacées d'expulsion. Alors, deuxième type, ce sont les colonies dites gouvernementales. Elles existent depuis les années 70. Et là, quelle que soit la couleur des gouvernements, ces colonies ont progressé. J'ai mis le nombre d'habitants, parce que autant pour les associations de colons qui saisissent des maisons et chassent des habitants palestiniens, on parle de quelques dizaines de familles. Mais là, les colonies gouvernementales, c'est des dizaines de milliers d'habitants israéliens à Jérusalem-Est. Donc il y avait 3 stratégies qui ont été bien documentées.
qui sont donc la dispersion. Donc vous voyez que ces colonies se sont installées en bordure des limites municipales qu'on voit ici. D'ailleurs, enfin, ce qu'on voit en rouge, c'est le mur. Mais bon, je ne sais pas si on voit bien les limites municipales. En tout cas, elles se sont installées en bordure des limites municipales. Dispersion, fragmentation. Donc il fallait segmenter le tissu urbain palestinien. Ces colonies étaient installées entre deux localités palestiniennes. Et contrôle du territoire en s'installant sur les points hauts. Donc ça, c'est le cas de toutes ces colonies. Donc je ne sais pas si j'ai un... Anyway, Ramoth, Neve Yaakov, Aroma, Gilo, etc. Là, juridiquement, ce qui a été employé, c'est l'appropriation pour cause d'utilité publique, pas expropriation, parce qu'il y avait très peu de cadastres. Donc appropriation pour cause d'utilité publique, le gouvernement israélien a considéré qu'il servait l'intérêt général. C'est le même mécanisme qui est utilisé pour construire des routes. Et l'argumentaire, c'est que ces logements, ils sont ouverts à tous. Ce n'est écrit nulle part que les Palestiniens ne peuvent pas habiter dans ces colonies. Et d'ailleurs, certains Palestiniens habitent dans certaines colonies. J'y reviendrai si vous avez des questions. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce mouvement ? D'abord, l'extension des colonies, je l'ai dit, elle s'est faite sous les gouvernements, qu'ils soient travaillistes ou de droite, mais elle s'accélère, c'est-à-dire qu'elle obtient plus facilement les permis aux différents niveaux gouvernementaux. Et plus récemment, on a vu l'apparition de 2 nouvelles colonies. Ataroth, au nord de Jérusalem, existait déjà, mais le nombre de logements autorisés a été multiplié par 2 en 2021. Et Givat HaShaked qui prend sur les terres de Beth Safafa. Troisième type de colonie, ce sont les blocs autour de Jérusalem. Là aussi, je vous ai mis les chiffres. Toujours les mêmes stratégies, dispersion, contrôle du territoire, les points hauts. Là, la technique, ce n'est pas l'appropriation pour cause d'utilité publique, c'est la custodie des terres d'État. Donc, c'est la reprise de terres qui étaient gérées par déjà les terres ottomanes, ensuite le mandat britannique, ensuite les Jordaniens. Et il y a eu une technique d'enquête foncière que je ne développe pas ici, mais qui a permis une extension dans les années 80 de 10% de la Cisjordanie à 27% qui sont considérés comme terres d'État. Ce n'est pas approprié par le gouvernement israélien, c'est géré. C'est pour ça qu'on parle de custodie. Ce qui est nouveau, en tout cas ce qui est plus récent, c'est dans le plan qu'on appelle E1, I1, qui est entre Ma'ale Adumim, que vous voyez à l'est, 50 000 habitants, et Jérusalem. Donc il y a un plan pour faire une continuité avec le cœur de Jérusalem. En ce moment, il y a des expulsions de familles bédouines. Et le cas donc, du village de Khan el-Ahmar est passé à la Cour suprême mardi. Alors, les démarches adjacentes dont je voulais parler, il y en a 2. Il y en a une que je ne peux pas développer maintenant, mais qui est la mise à jour du cadastre pour Jérusalem-Est, qui était faite, qui était une mesure prise par le gouvernement en 2018, visant les Palestiniens, c'est-à-dire que les Palestiniens, s'ils peuvent enregistrer les terres, pourraient par exemple avoir recours à l'hypothèque, aussi pour les entreprises, etc. C'était censé permettre le développement économique et c'est une mesure qui a été saisie aussi par les associations de colons pour enregistrer des terres au nom de fondations juives. Et l'autre démarche adjacente qui est moins documentée, moins médiatique, mais qui est très importante, c'est la désignation d'espaces naturels protégés qui vise soit à geler des terres qui vont être ensuite utilisées pour la création de colonies, soit à entourer les colonies pour toujours segmenter la continuité du tissu urbain palestinien. Donc cette technique, elle n'est pas du tout nouvelle. On l'a vu par exemple dans le cas de Har-Homa, c'est une colonie au sud de Jérusalem, c'était en 1997. On l'a vu plus récemment dans une autre colonie créée en 2006 qui s'appelle Nov Tzion sur les terres du village de Jabal Moukaber. Mais plus récemment, vous voyez sur cette carte que c'est l'extension de parcs nationaux autour de la vieille ville de Jérusalem. Et en fait, il y a une tentative via le mont Scopus de relier cette coulée verte, c'est comme ça qu'elle est désignée par ces promoteurs, au plan dont je viens de parler, donc E1, qui va permettre de relier Ma'ale Adumim et Jérusalem. Je voulais dire une chose là-dessus, je regarde mes notes sur les espaces verts. En tout cas, simplement, j'ai parlé des mécanismes juridiques. Là, par exemple, le principal acteur de cette création de parc national, c'est l'autorité israélienne des parcs nationaux. Et
dans les années 2000, elle était dirigée par Shaul Goldstein, qui est un colon nationaliste religieux, très radical, très engagé. Et donc lui-même, sans être membre du Parlement israélien, sans être conseiller municipal, sans être ministre, il a vraiment œuvré pour geler des terres qui appartenaient à des Palestiniens et pour les faire classer comme réserve naturelle ou comme parc national, dans un but avoué, en fait, soit d'extension de colonies, soit de protection de colonies, ou en tout cas d'empêcher le développement urbain palestinien. Conclusion, et je pense que je suis dans les temps. D'ailleurs, du coup, si j'ai un tout petit peu de temps, je vais répondre à quelque chose qu'a dit Vincent tout à l'heure. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que la colonisation, c'est un processus multiforme. Et que de nombreux mécanismes juridiques sont utilisés. Vous voyez, l'État d'Israël fait peu recours au droit international, mais se protège avec des avocats qui travaillent bien la question contre les attaques, et c'est très sophistiqué. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois en discutant avec des ONG de défense des droits de l'homme. Je ne peux pas dire en général, mais souvent les Palestiniens ont recours au droit international. Et en fait, il y a un niveau de sophistication dans l'utilisation du droit par les Israéliens que pour combattre le droit international, à mon sens, ne suffit pas. Et enfin, deuxième point sur la colonisation, la majorité de la population israélienne est favorable au maintien des colonies gouvernementales de Jérusalem-Est. Donc, Vincent l'a dit tout à l'heure, à Jérusalem-Est, aujourd'hui, il y a 220 000 colons israéliens et 350 000 à 400 000 Palestiniens. Donc pour l'instant, il y a encore une majorité démographique palestinienne, mais de toute façon, la majorité de la population israélienne, même si elle condamne la colonisation, par exemple, je regarde si Denis Charvit est là, en Cisjordanie, peut-être, mais pas à Jérusalem-Est. Voilà. Donc ça, il y a un soutien même en général de la population qui votait autrefois travailliste. Et pour répondre à quelque chose que disait Vincent, et pour pas finir sur une note de désespoir, donc Vincent a dit qu'en 1980, cette loi, elle visait tout Jérusalem. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je le dis maintenant. En fait, on a fait des enquêtes, et notamment on a fait des enquêtes avec des sociologues par carte mentale, avec des anthropologues. En réalité, les Israéliens, même s'ils sont attachés à Jérusalem, ils sont attachés surtout à la vieille ville et à ses environs. Et quand on fait des cartes mentales, ça ne va pas du tout jusqu'à Ramallah, ça ne va pas... voilà. Voilà, même les Jacob. Donc en fait, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi avec la construction du mur, la plupart des Israéliens étaient favorables à rejeter certaines parties de Jérusalem qui étaient dans le périmètre municipal, mais qui étaient des quartiers de fort peuplement palestinien. Donc en fait, les frontières dans l'espace mental et imaginaire israélien, les frontières de Jérusalem, elles sont encore troubles, et ça peut peut-être encore bouger, Vincent. C'était une très bonne idée de terminer sur une note que je qualifierais de positive, qui ouvre un tout petit espace. Je vais passer très vite la parole à la salle. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, semble-t-il, les imaginaires continuent de gouverner nos politiques, en tout cas tout ce qui concerne Jérusalem. Je découvre que Jérusalem capitale, ça ne marche pas, et ça porte plutôt malheur. Bon, je ne sais pas, certains prendront ça comme une bonne nouvelle aussi. Que le patrimoine est manifestement en danger et que là, probablement, il y a des choses à faire. Et finalement, on voit très bien comment... Alors, finalement, l'imaginaire me manque un tout petit peu. Il revient tout à la fin de votre intervention. Il y a vraiment deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Un niveau d'appropriation, on va dire, concrète, matérielle. Alors, il y a... effectivement, une certaine gestion du patrimoine, la valorisation d'un certain patrimoine et la mise en danger d'autres éléments de ce patrimoine. Il y a effectivement la colonisation, c'est un travail d'appropriation de l'espace et du territoire. Transformer Jérusalem en capitale une, indivisible, éternelle, de l'État d'Israël, c'est une autre forme d'appropriation, et là pour le coup on est plus dans le symbolique, semble-t-il, puisque concrètement, finalement, Jérusalem n'est pas la capitale de l'État d'Israël, pas au sens où nous l'entendrions, nous, s'agissant d'une capitale comme Paris,
Et donc, j'ai l'impression que ce qui me manque un tout petit peu, c'est votre carte mentale, là, elle est intéressante. Hein, moi, c'est bien, finalement, les Israéliens ne se reconnaissent que dans une toute petite partie de Jérusalem. Et leur Jérusalem imaginaire, celui qui, en quelque sorte, devient le socle d'une certaine identité, bon, il ne va pas très loin à l'est. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceci dit, le cœur de la ville reste la vieille ville. Et là, symboliquement, la charge est très forte, me semble-t-il. Voilà, c'est les quelques commentaires un peu décousus que je voulais faire. Maintenant, c'est à vous de poser des questions ou à faire des commentaires. Oui. Oui, c'est juste à propos des statistiques sur le nombre d'habitants qui a été donné par Vincent au début sur la population palestinienne de Jérusalem, qui représente à peu près 40%, 39-40% de la population de Jérusalem telle qu'elle est reconnue par la municipalité d'occupation de Jérusalem. Et la proportion, elle incite plutôt à de l'optimisme, mais il faut parler de la terre, du contrôle de la terre, parce que ces 40% ne contrôlent que très peu de terre, d'une part, et d'autre part, ils ne bénéficient, et ça, les sources, c'est le chef de mission de l'Union européenne en Palestine, ne bénéficient que de 7% des services municipaux de la municipalité de Jérusalem. Un autre exemple de l'apartheid, justement, dans cette ville. Oui, tout à fait. Il y a deux façons de le dire. Je confirme tout à fait. Hein, le budget municipal, il est dépensé à 93%, soit à Jérusalem-Ouest, soit dans les quartiers de colonisation de Jérusalem-Est, et à 7% pour les 400 000 habitants palestiniens de Jérusalem-Est. Alors, quand on sait qu'en plus ces habitants sont les plus pauvres et que ces quartiers sont les plus pauvres, vous imaginez si vous mettez 93% d'un budget sur les quartiers qui sont déjà les plus riches, ça veut dire que c'est ce que je rappelle toujours, le fossé continue de s'élargir en fait entre les niveaux de vie en termes d'équipement entre Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. Et puis il y a la question des permis de construire. Ce qui est absolument complètement absurde en termes de statistiques démographiques, je parle sous le contrôle de Youssef Courbage, c'est qu'on ait pu avoir une population palestinienne multipliée par plus de 5 à Jérusalem-Est avec très très peu de permis de construire. Et on arrive à des niveaux de densité de nombre d'habitants par pièce qui est plus que limite, qui crée des problèmes évidemment, énormes. Donc on est sans doute, de l'avis de tous les experts, on est sans doute à un maximum de population, un maximum physique, j'allais dire, de population à Jérusalem-Est. Et puis il y a autre chose qu'il faudrait ajouter, c'est qu'en plus, une partie de ces 400 000 Palestiniens de Jérusalem-Est sont, alors là, attention, accrochez-vous, vivent derrière le mur. Hein, c'est-à-dire que, alors là, c'est encore plus contre-intuitif. Imaginez-vous que le mur, généralement, quand on vous dit le mur, vous avez l'habitude de le voir à l'est de la ligne verte, d'accord, parce que le but est de prendre plus. Mais à Jérusalem spécifiquement, constatant qu'il y avait effectivement des quartiers, et en fait des camps de réfugiés, notamment le bord de Chouafat, etc., extrêmement peuplés à l'intérieur des frontières municipales, d'accord, les Israéliens ont décidé de faire le mur plus à l'ouest, d'une certaine manière, que ce qu'ils auraient pu, je parle avec plein de guillemets, s'ils savaient respecter leurs limites municipales. Donc oui. Donc, c'était pas spécifiquement pour être optimiste, c'était pour dire il y a évidemment une démographie qui est hyper militante. On ne pourrait pas arriver à ces chiffres-là sans cela. C'est pareil dans la vieille ville. C'est très difficile de vivre dans la vieille ville aujourd'hui. Les gens qui y vivent, donc c'est 90% de non-israéliens, le font beaucoup pour des raisons politiques au sens noble du terme. Les gens qui font leurs courses dans la vieille ville aussi, vous voyez, Port de Damas, la gare routière, des gens qui viennent de très très loin, qui traversent des checkpoints pour aller acheter des légumes dans la vieille ville. D'accord ? Et ils ne sont pas à 10 ou 20, on n'arrive pas à marcher dans la vieille ville. C'est un souk extrêmement dynamique et prospère, et parce que tout le monde sait que c'est une clé très 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 importante. Donc c'est des dynamiques qui sont à l'œuvre. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que avec l'orthodoxisation de la population à Jérusalem-Ouest, les deux démographies en fait sont en train de s'équilibrer, et même la natalité à Jérusalem-Ouest est en train de devenir plus importante qu'à l'Est. Donc tout ce que j'ai dit doit être remis dans ce contexte-là. Alors, dans l'ordre, j'ai monsieur là-bas, ensuite j'aurai Elias et Abraham. Oui, ça serait pas mal de dire qui vous êtes avant d'ouvrir la bouche, même si nous nous connaissons tous très bien depuis ce matin.
qu'on sache un petit peu qui pose la question. Voilà. C'est à M. Lemire que s'adresse ma question. Le plan de partage de la Palestine en 1947 prévoyait de transformer Jérusalem en zone internationale. Est-ce qu'il s'agit d'une idée complètement périmée? Vous pouvez vous présenter? Je ne voulais pas en parler. Non, mais bon. Dans le plan de partage, les plans de partage, devrait-on dire, parce qu'il y en a eu deux, septembre 47 et novembre 47. En fait, les diplomates onusiens en 47 ont fait la même chose que les diplomates pendant les négociations d'Oslo, c'est-à-dire on met Jérusalem de côté, c'est trop compliqué, et donc on invente un concept. On l'appelle d'un nom latin parce que ça fait sérieux, on a l'impression que ça vient de loin, Corpus Separatum. Bon. Donc Corpus Separatum, ça veut tout dire, ça veut dire on n'est pas en Israël, on n'est pas dans l'État juif de Palestine, hein, parce que c'était son nom, on n'est pas dans l'État arabe de Palestine, on est à Jérusalem, et c'était un très très grand Jérusalem qui englobait Bethléem, hein, par ailleurs, une espèce de conurbation. Évidemment, cet horizon-là n'a plus lieu d'être, de même que les frontières envisagées par les plans de partage de 47, septembre-novembre. Par contre, la question de Jérusalem comme capitale universelle des trois religions, et donc comme lieu où convergent des pèlerins depuis toujours, et donc comme lieu où, par exemple, il faut accorder des visas, où il faudrait accorder des visas. Vous savez que, par exemple, l'Arabie saoudite, qui s'entend très très mal avec l'Iran, est bien obligée quand même d'accorder des visas par dizaines de milliers aux pèlerins iraniens. D'accord. Enfin, quand on a la garde d'un lieu saint, en fait, c'est une notion. On accorde des visas qui sont des visas de pèlerinage. Il n'y a pratiquement pas, pour ainsi dire pas, à part pour quelques Émiratis aujourd'hui, de visas de pèlerinage pour les musulmans non palestiniens. Donc cette question du statut international de Jérusalem, généralement, on en sourit. C'est une façon de se moquer des diplomates, qui est toujours. Voilà, ce qui est toujours agréable, mais en fait, c'est pas si drôle que ça. Et comme on est des gens sérieux, on veut toujours revenir aux politiques, et on a raison, et aux rapports de force, mais on ne doit pas oublier quand même qu'une des fonctions essentielles de cette ville, et une bonne part de ses revenus, y compris pour les habitants de Jérusalem-Est, et les restaurateurs, et les hôteliers, et les conducteurs de bus, et les guides, et les marchands de souvenirs, c'est d'accueillir des pèlerins ou des visiteurs ou des touristes, et que ce sera toujours le cas. Donc cette question internationale, elle se pose évidemment. Moi, j'ai tendance à décaler la question quand on interroge voilà, Jérusalem, qui pourrait être quelque chose de séparé des deux entités nationales. Je repose la question municipale, et je souligne le fait qu'une municipalité dont le périmètre resterait à définir, périmètre territorial, périmètre de compétences, qui pourrait avoir des dévolutions de compétences avec, par exemple, des mairies d'arrondissement. C'est très pratique, les mairies d'arrondissement. Ce serait très pratique dans une ville comme Jérusalem, mairie d'arrondissement. C'est déjà très pratique pour arriver à faire vivre ensemble les gens du 16e arrondissement et du 20e arrondissement. Hein, ça leur permet d'avoir l'impression qu'ils ont leurs représentants, ce qui est vrai, alors qu'ils sont à peu près d'accord sur rien, d'accord, quand même. C'est très pratique, les mairies d'arrondissement. Il n'y en a pas à Jérusalem. Hein. Encore une fois, Israël enfin, tous ces territoires-là sont des lieux sans frontières, sans limites. C'est flou, comme l'a dit, Irène, et le flou fait partie évidemment du problème. La municipalité, une municipalité partagée, permettrait de faire de Jérusalem la capitale de deux États, en prenant pas le concept anglais de partition, alors ça c'était Oslo, hein, où est-ce que va passer le trait, et puis alors Elias pourrait vous raconter, et puis le sous-sol pour les Israéliens, la surface pour les Palestiniens, et le trait, est-ce que le quartier arménien va devenir le quartier juif, ou est-ce que machin, c'est pas grave, une rue, on va marcher à gauche, on va marcher à droite, Hébron en gros, je fais court, mais voilà. Une autre façon de dire, c'est non pas partition, mais partage. C'est-à-dire qu'il y a une municipalité, elle est élue par tous ses habitants, ça tombe bien, ils sont à peu près aussi nombreux. Ils s'engueulent dans une assemblée municipale, c'est fait pour ça. Ils règlent leur problème municipal. Et puis, à 5 km à l'ouest de la vieille ville, il y a des institutions nationales israéliennes. Et puis, à quelques kilomètres à l'est de la vieille ville, il y a des institutions nationales palestiniennes.
Où est le problème? J'ai toujours dit que Jérusalem n'était pas un obstacle à un règlement, on n'ose même plus d'un, un règlement final de la question israélo-palestinienne. Elias? Merci. Juste quelques points, parce que c'est une ville qui est en apparence très, très complexe, très enchevêtrée. Mais je ne crois pas que la solution soit impossible. Je vais juste très vite vous dire deux choses. D'une part, Jérusalem, jusqu'au mandat britannique, est une capitale religieuse. Elle fonctionne en permanence comme une capitale religieuse dans un pays passionnant de ce point de vue, parce que c'est un pays à multicapitale. Par exemple, toute la région de Naplouse a son centre, son épicentre, on peut l'appeler capitale, mais ce n'est pas le bon terme, est à Naplouse. Sur la côte, Saint-Jean d'Acre, ensuite Haïfa. Un peu plus au sud, Jaffa. Hébron est une espèce d'entité. Et la Palestine a toujours, de façon très particulière, fonctionné comme une sorte de fédération sans en être une. Et ça a déterminé beaucoup le politique. C'est-à-dire le politique déterminé était aux mains de celui qui arrivait à articuler tous ces centres. Arafat n'a rien fait d'autre à l'OLP. Ça n'a pas beaucoup bougé comme technique de positionnement au niveau national. Donc, mais Jérusalem a pour la première fois une capitale politique quand l'État colonial du mandat installe à Jérusalem ce qu'il appelle le Government of Palestine. Avec les administrations, vous vouliez avoir un permis de conduire, il fallait y aller, et ainsi de suite. Donc la première manifestation au sens moderne, contemporain d'une capitale, c'est l'État colonial britannique qui est à Jérusalem et d'ailleurs que l'Irgun fera allègrement sauter en 1948 avec des dizaines de morts en dynamitant l'espace, puisque à un moment, il pensait que les Britanniques étaient le principal obstacle à l'émergence de l'État juif. La deuxième chose qu'il faut dire, je crois, la question des pourcentages de propriété, elle est absolument inabordable si on n'entre pas dans le détail des types juridiques de propriété. Par exemple, on peut dire qu'il y a tant de Palestiniens qui ont 20% de propriété. Mais là, on est en train de parler de la propriété totale, au sens où on dirait aujourd'hui quelqu'un est propriétaire d'un immeuble. Or, la grosse partie des superficies de Jérusalem relève de propriétés qu'on appelle les fondations religieuses, c'est-à-dire des fondations pieuses, c'est un autre mot, à savoir des propriétés qui, au fil des siècles, sont données par des familles à leurs religions respectives, à charge que les ressources de ces propriétés servent à la charité. C'est ce qu'on appelle les biens waqf. Aujourd'hui, le plus grand, l'immense propriétaire à Jérusalem, ce n'est pas les fonds publics, ce n'est pas les Palestiniens privés, c'est les fondations religieuses musulmanes et chrétiennes. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, la Knesset est installée sur un terrain waqf dont l'État d'Israël paye le loyer tous les ans au patriarcat grec-orthodoxe. Le plus grand propriétaire dans la ville, c'est les fondations pieuses. Donc quand on parle de pourcentage, il faut dire que c'est dans l'autre frange. Et à ce moment, quand on a 80% de 20%, ça ne veut pas dire grand-chose. Autre détail, le premier propriétaire entre les religieux, c'est le waqf chrétien. À Jérusalem, on a des superficies plus grandes. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le patriarcat grec-orthodoxe est en train de détourner la loi et de vendre allègrement des propriétés aux colons. Mais en principe, c'est des propriétés incessibles. Et puis, il y a le reste qui sont de l'ordre du domaine public, qui datent de l'Empire ottoman, qui sont devenus propriété du gouvernement mandataire britannique et qui, par une mécanique, ont échu à l'État d'Israël. Donc, si on veut entrer dans les pourcentages, faites attention au type juridique de propriété. Il y a une troisième chose qui est celle de la négociation impossible. Elle est impossible parce que ce qui pèse sur cette négociation, c'est qu'elle est constamment détournée pour devenir une négociation pour savoir lequel des trois monothéismes, nous disons tous qu'il n'y en a qu'un seul, mais en fait ça fonctionne comme si c'était trois différents, lequel des trois monothéismes est plus souverain que l'autre. C'est là qu'il y a la négociation absolument impossible. C'est là que Clinton avait trouvé cette trouvaille, à savoir le sous-sol
sera juif, le rat du sol sera arabe, comme il dit, et je ne sais pas à qui sera le ciel. Mais il y a une déviation permanente. Dès qu'on entre dans la négociation, les Palestiniens nagent comme les Israéliens dedans. Hein. Personne ne se démarque. Et c'est absolument impossible de dire laquelle des religions est plus souveraine que l'autre. Par contre, s'il y avait moyen d'organiser une négociation qui laisse les religions dans leur souveraineté absolue, une négociation profane de la ville, qui l'aborde non plus comme une ville exceptionnelle sur le plan de son poids, de ses pesanteurs religieuses, mais comme une ville tout court, le problème n'est plus si compliqué que cela. À ce problème, et là aussi, je parlais tout à l'heure d'une occasion formidable qui a été rentrée. Quand même, nous avons eu un moment, vous le savez, Jean-Paul le sait, beaucoup le savent, toi tu le sais, il y a eu un moment, un acte co-signé par 600 personnalités de la ville des deux bords, qui disait « Nous allons inventer une forme de capitale souveraine. 2 États, mais qui ont une seule capitale. » À ce moment, Jérusalem ne doit pas être divisée, elle est capitale ouverte. Il y a un État palestinien, un État israélien et une capitale qu'ils partagent, ce qui serait d'un apport exceptionnel pour l'humanité, pas simplement pour le conflit palestinien, de pouvoir partager une capitale. Et c'est très simple. Parce qu'à ce moment, vous avez vos 2 souverainetés de part et d'autre, et vous avez une gestion d'une ville. Et vous pouvez très très bien mettre dans une partie de la ville la gestion d'un des 2 États, et dans l'autre, la gestion de l'autre. Elle a été signée par les 600 plus importantes personnalités de la ville avaient signé cet accord en disant « Nous l'avons conclu entre nous ». Il a été balayé par les négociateurs, car on voit très bien à quel point il y a intérêt à rester dans cette espèce de blocage entre des souverainetés divines. Mais il y a une solution. Pour moi, le problème le plus dur à résoudre, celui dont je parlais tout à l'heure, celui de la naissance de l'État d'Israël, c'est de la légitimité en 1948. À savoir, l'État d'Israël relève-t-il d'un bien absolu ou d'un bien relatif? C'est là que c'est bloqué. Mais vraiment, la question des 2 États d'heure, tu l'as abordée, c'était une solution qui était sur la table. C'était intéressant, bien sûr. Je lâche au sens, oui, j'ai laissé un peu courir les choses. Alors, Vincent, tu interviens. Ensuite, je passe la parole à Abraham Segal, puis à... S'il y a une dame, je la fais passer avant, évidemment. Oui, je voulais juste mais dans le gouvernement israélien, il y a un ministre de Jérusalem. Il y en a 2. Voilà. Oui, parfois, oui. Il y a un portefeuille. Oui, malheureusement, tout ça fonctionne souvent en miroir. Mais imaginez s'il y avait un ministre de Paris. On est bien dans cette question-là. Et pour rejoindre exactement ce que tu disais, Elias, Jérusalem est une capitale. Enfin, je sais pas, c'est comme quand il n'y avait plus de maire de Paris avant 1978, il n'y avait qu'un préfet, mais c'est encore plus. C'est-à-dire que on a un État qui vraiment n'accorde aucune autonomie à la société civile de Jérusalem, y compris à l'ouest. Hein, quand on a un ministre qui, en fait, c'est une municipalité relativement fantoche, hein, elle ramasse les ordures, la municipalité de Jérusalem. Mais la politique de Jérusalem se fait au ministère, qui s'appelle ministère de Jérusalem. Tout est dit. Bon, je vais revenir à un fonctionnement un peu plus autoritaire. Prenant exemple sur mes prédécesseurs qui étaient beaucoup plus sages que moi. Donc, il y a une dame qui s'est manifestée. Alors, Abraham, 1 minute. Oui, 1 minute. Donc, après Elias, qui est toujours optimiste et raisonnable, je voulais rappeler que parmi les dimensions de Jérusalem, il y en a une qui domine, qui est liée aux politiques, c'est le théologique, c'est le déraisonnable. Et c'est la déraison qui est liée aux politiques qui fait toujours le malheur de cette ville où la question du sacrifice lié au sacré, elle domine. Et donc, tout le temps qu'on ne va pas se débarrasser d'une certaine manière de cette dimension-là qui domine depuis longtemps dans cette ville, c'est-à-dire la raison politique liée à la folie,
qu'on n'arrivera pas, et je veux bien être aussi optimiste qu'Elias. Tu n'es pas optimiste. Donc, pour rappeler, puisque dans un film que j'ai réalisé où j'ai tourné à Jérusalem, il y avait Régis Debray qui, d'une manière humoristique, proposait comme solution à la question des affrontements à Jérusalem qu'on installe le siège des Nations Unies à Jérusalem. Comme ça, il y aura forcément la paix puisqu'il y aura les ambassadeurs de tous les pays et qu'on ne pourra pas faire la guerre à tout le monde. Donc voilà. J'ai à côté de moi quelqu'un qui souhaiterait dire un mot sur le ministre de Jérusalem. Oui, non, je le dis rapidement pour aller dans la suite de ce que disait Vincent. Dans ce gouvernement, c'est la première fois, il y a 2 ministres de Jérusalem dans le nouveau gouvernement israélien, parce qu'il y en a un qui est sioniste, national religieux, du Parti national religieux, c'est un rabbin, et l'autre qui est ultra-orthodoxe. Et alors, celui qui est ultra-orthodoxe, c'est ministre de Jérusalem et des affaires religieuses. Voilà. C'est la première fois qu'ils ont divisé, mais c'était pour donner un siège à chacun de ces mouvements. Et dans l'autorité palestinienne, il y a aussi un ministre de Jérusalem, dans le gouvernement palestinien. Et bien sûr, pour appuyer ce que dit Vincent, bien sûr, ce n'est pas seulement la municipalité, il y a ces ministres-là, mais il y a aussi tous les autres ministères, tu l'as déjà dit plein de fois, mais voilà, le ministère de la Construction, du Logement aussi, qui a beaucoup d'autorité qui ont des compétences sur la ville. Oui. Sur des raisons religieuses et politiques. Il y a une déraison religieuse et effectivement ces questions théologiques, 3e lieu saint de l'islam, 1er temple, 2e temple, j'étais là avant, tu étais là après, tout ça est, par exemple, 3e lieu saint de l'islam. Moi, je dis toujours, tout ça, c'est des histoires de théologiens. Moi, je suis historien. Chronologiquement, le Dôme du Rocher, c'est le 1er lieu saint de l'islam. Voilà. Donc, moi, ma science, c'est le temps. C'est pas la théologie. 1, 2, 3. Donc, le Dôme du Rocher, c'est le plus ancien monument islamique conservé au monde, quoi. Hein, et il précède, y compris la fixation du texte coranique. Et tous les musulmans du monde le savent, et c'est bien pour ça qu'ils ont le Dôme du Rocher en crochet dans leur salle à manger. Donc voilà, ces questions théologiques doivent être laissées aux théologiens, ou alors pour se détendre, ou pour s'amuser, mais il y a cette question de raison des raisons. Tout le monde a pu être raisonnable à un moment. Et la question de 1967, elle est importante. Moshe Dayan, vous le savez, a fait descendre, qui n'était pas un ange, a fait descendre le drapeau israélien du Dôme du Rocher, a empêché le rabbin Goren, et ce n'était pas une blague, de dynamiter le Dôme du Rocher, la mosquée Al-Aqsa et construire une synagogue. Ça n'était pas une blague. Shlomo Goren n'est pas un blagueur. C'était l'aumônier de l'armée israélienne, pour rappeler son titre. Il avait un certain... Et Moshe Dayan a pris une décision très lourde. Il a, en quelques heures, il a dit on va raser le quartier maghrébin en contrebas de l'esplanade des mosquées. On va créer un lieu saint juif sur lequel on pourra faire rentrer 70 000 personnes, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, un lieu saint juif en contrebas, au risque, encore une fois, raser ce quartier, c'était quand même sur le plan opérationnel et stratégique, c'était compliqué. Ça a été fait. Donc le statu quo, c'est juste pour dire ça. On a toujours l'impression que le statu quo, alors il y a le statu quo de 1767 sur les lieux saints chrétiens, mais on a toujours l'impression, quand les Israéliens parlent du statu quo, c'est se dire oh là là, il y a des vieux chrétiens avec des longues barbes qui nous imposent des trucs qu'on est obligé de respecter. Le statu quo sur l'esplanade des mosquées, il a été mis en place par les Israéliens. C'est une décision unilatérale israélienne de dire on rase un quartier, on crée un lieu saint juif et donc l'esplanade des mosquées reste un lieu saint musulman. C'est important de rappeler ça parce que ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées, on parle d'à peu près 50 000 personnes tous les ans maintenant qui montent pour prier versus 2 000 personnes il y a une dizaine d'années. Donc c'est très important. C'est une contradiction à l'intérieur même de la raisonnabilité israélienne et je parle de celle de Moshe Dayan. Merci. Je vais passer. Oui, c'est vrai. Mais j'ai demandé quand même tout à l'heure. Je veux pas. Oui, mais. Non, bon, mais je trouve un tout petit peu rapide et un peu léger de mettre la déraison exclusivement du côté des religieux. Je suis un peu étonné quand même.
Mais si c'était vraiment les plus déraisonnables, toujours, je l'aurais su. Est-ce que je peux, Jean-Christophe, en matière de déraison, poser la question que j'avais depuis tout à l'heure, qui est une question d'actualité. Désolé, les journalistes s'intéressent à l'actualité. La presse israélienne est pleine depuis plusieurs semaines d'affaires de vandalisme dans les églises chrétiennes à Jérusalem et autour de Jérusalem. C'est une vraie question. Alors, à votre avis, moi j'ai l'impression que ça s'est déjà produit par le passé, mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération. Il s'est passé quelque chose qui, semble-t-il, coïncide avec l'investiture de ce nouveau gouvernement. Il y a des gens à qui ça donne des ailes, et ce n'est pas des gens très sympathiques. Oui, peut-être vous vouliez répondre à... Ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Il y a quelqu'un là. Allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour, je ne sais pas si c'est très judicieux que je me présente, car je suis un modeste étudiant en deuxième année d'histoire. Mais non. Mais comme on l'a vu avec tous ces échanges, Jérusalem a une histoire très longue et complexe, et la souveraineté de Jérusalem est passée entre les mains de plusieurs entités. Et donc, tout au long de son histoire, Jérusalem a eu beaucoup de noms, et les toponymes ont parlé de l'imaginaire et un peu de l'irrationnel autour d'une ville, autour d'un endroit, et de sa souveraineté. Et les noms, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on peut tous s'accorder sur ça, que le nom d'un endroit, c'est très important. Et encore aujourd'hui, Jérusalem n'a pas forcément le même nom dans la langue, en fonction de la langue qu'on utilise. Et évidemment, en hébreu et en arabe, le nom n'est pas le même. Et on voit de plus en plus à Jérusalem la transcription en arabe d'un mot hébreu pour donner le nom de Jérusalem, Urshelima, et pas El-Quds, qui est la sainte et qui revêt quand même une grande dimension islamique. Et est-ce que maintenant, donc c'est une question pour n'importe qui, mais est-ce que tout le monde, mais est-ce que aujourd'hui c'est un enjeu, le nom de Jérusalem, la langue, l'alphabet dans lequel on écrit Jérusalem? Est-ce que c'est un enjeu et comment ça se traduit dans les faits, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste marginal et qui reste de l'ordre du détail? Merci. Sur la question de la destruction et des pillages aussi, des biens sur des sites chrétiens, je pense que finalement la question elle est moins celle de la religion, mais plus de la destruction systémique en fait du patrimoine palestinien dans la vieille ville, que ce soit des sites chrétiens ou musulmans. Il y a effectivement une destruction systémique et une atteinte de ces patrimoines par effectivement des extrémistes juifs, des colons, et c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, j'en parlais aussi, le problème finalement c'est aussi celui du contrôle, puisque ces sites sont censés être protégés par l'UNESCO notamment, et le problème c'est que les experts ne peuvent pas pénétrer dans la ville, qu'ils sont empêchés de réaliser leur travail. Donc si bien qu'en fait, ces sites ne bénéficient pas tout simplement de la protection qu'ils devraient obtenir grâce à leur reconnaissance internationale. Et c'est un vrai sujet, que ce soit effectivement sur sites chrétiens ou musulmans. C'est un problème récurrent qui se pose. Et je pense que le vrai sujet, c'est le contrôle, comment permettre aussi un meilleur contrôle de la protection du patrimoine culturel palestinien. Si vous le voulez bien, on termine sur le nom de la ville. Oui, enfin, je voulais d'abord dire que j'étais entièrement d'accord avec ce que venait de dire Ilham Younes, parce que les attaques fréquentes, de plus en plus fréquentes sur les lieux saints chrétiens, en fait, je crois qu'effectivement, il ne faut pas les surconfessionnaliser. Ce n'est pas une question de raison ou de déraison. Je pense que c'est des attaques contre des lieux saints non juifs, on va dire. En tant que... Il faut entendre, écouter. Moi, je lis très attentivement à chaque fois les déclarations des gens qui font Alors, hier, c'était une statue du Christ dans une église. Il y a 15 jours, c'était un cimetière anglican sur le Mont Sion. 40 tombes profanées par de jeunes gamins écervelés. Heureusement, ils n'ont pas touché la tombe d'Oskar Schindler. Mais je pense qu'ils ignoraient... C'était dans le cimetière où est la tombe de Schindler. Hein. Oui. Voilà, mais bon, c'est aussi le problème, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas de culture, en fait, hein, qui n'ont pas de... et donc, c'est à chaque fois qu'ils
qu'ils parlent, ils disent qu'ils attaquent des lieux idolâtres. Donc là, on est bien dans une déraison religieuse, Jean-Christophe, pardon, mais enfin, en tout cas, on est bien dans un... C'est vraiment un agenda, tu vois. Et de fait, de leur point de vue, ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient devant des statues avec un visage humain, Jean-Christophe. Ça s'appelle une idole. D'accord? Non, mais... Donc théologiquement, ils sont parfaitement fondés. Et donc, et ils disent tout Jérusalem est une ville sainte. Tu sais qu'historiquement, il y a eu des époques, on n'avait pas le droit de rentrer à Jérusalem avec des chaussures en cuir, parce que, bon, et puis on n'a pas le droit de faire rentrer des chiens, et puis des lapins. Et puis, bon. Est-ce que Jérusalem elle-même, la vieille ville, est un sanctuaire? Est-ce que tout, voilà. Donc c'est pas de la blague. Ces gens-là ont vraiment une conviction. C'est en ce sens d'ailleurs qu'ils sont dangereux. Si toute la vieille ville est un sanctuaire, on n'a pas le droit d'adorer des idoles. Hein, et donc on va les détruire. Et il y a eu effectivement ces dernières semaines donc, une attaque de jeunes colons sur le quartier arménien, cette statue, le cimetière anglican, les menaces sur le mont des Oliviers. Donc c'est quelque chose qui devient extrêmement récurrent et de plus en plus fréquent. Esther ? Je ne vais pas être longue, mais c'est peut-être la croissance actuelle de ces actes est inquiétante. Mais dans la langue hébraïque, une statue chrétienne, c'est une idole. C'est pas nouveau, c'est pas des écervelés qui font ça, c'est des jeunes fanatiques. C'est pas des écervelés, je m'excuse. Ils prennent le sens religieux et ils vont casser des tombes, tout ce qui est chrétien. Non, mais c'est vrai, il faut leur donner un nom. Parce que si ils savent lire leur Torah, mais ils ne connaissent pas l'histoire de la ville. C'est tout ce que je veux dire. Oui, mais ils connaissent leur religion. Mais ils ont un ministre qui explique que toutes les autres religions non orthodoxes sont des fausses religions. Smotrich a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une incitation à cette violence. Alors, Smotrich ne va pas commettre de... Attendez, j'ai quelque chose... Attendez. Quelque chose sur le nom de Jérusalem, puisque la question a été évoquée. Tu voulais dire quelque chose d'ailleurs, Vincent? Non, juste un mot sur, pas sur le nom de Jérusalem, mais sur les toponymes en général. Les Israéliens les gouvernements israéliens ont mis un soin particulier à nommer, pas seulement à Jérusalem, à nommer vraiment chaque colline, chaque lieu. Et c'est quelque chose, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure dans la zone qui est entre Malé Adoumim et Jérusalem. Et maintenant, on s'est médiatisé, on parle de Khan al-Ahmar, donc on a le nom pour ce village. Et avant, on disait juste les tribus bédouines des collines. Et donc, en fait, il y a aussi une inégalité dans la manière de nommer. Et les Palestiniens ont des noms de lieux aussi, beaucoup. Mais ce n'est pas cartographié, ce n'est pas enregistré, ce n'est pas écrit. Donc, il y a une vraie bataille aussi autour de ça. Et je pense que Vincent... Alors, vraiment, c'est la fin. Ça ne veut pas dire la ville de la paix. L'étymologie, c'est Rouchalimoum, c'est une étymologie fortuite égyptienne. Ensuite, l'étymologie ville de la paix, elle est évidemment forgée tardivement, comme beaucoup d'étymologies, premièrement. Et Al-Quds, c'est aussi un nom, un toponyme tardif. Hein. Vous savez que pendant au moins du milieu du 7e jusqu'à la fin du 9e siècle, tous les musulmans de Jérusalem appellent la ville Ilia. C'est-à-dire qu'ils reprennent en fait le nom byzantin qui reprenait le nom romain, Aelia Capitolina. Ilia, mais on le voit même, on en a des traces matérielles hein, sur les bornes routières de l'époque fatimide, c'est Ilia, c'est pas Al-Quds, d'accord? Et c'est d'ailleurs ce qui, sans doute, est ce qui nous permet de démontrer que le calife Omar n'est pas venu à Jérusalem, même si son pacte est tout à fait vrai. Il était sans doute non pas à Ilia, mais à Eilat, en fait, puisque la description, c'est qu'il est au bord de la mer Rouge. Mais c'est juste voilà, pour dire que ces toponymes, ils bougent, et qu'en plus, des fois, on croit être à Ilia, c'est-à-dire à Jérusalem, et en fait, on est à Eilat. Très bien, je vous remercie. Nous nous retrouvons à 16h30. C'est ça ? Pour deux. Non, à la tribune, je crois, non ? Ah non, mais...
Micro pour deux. Non, à la tribune, je crois, non? Non, mais... Ah oui, là, c'est... Non, mais là,